Comment créer une alliance avec son chef ou comment, en d'autres mots, bien manager son manager? Vous estimez que votre manager n'est pas à la hauteur de votre besoin d'accompagnement. Vous n'appréciez pas vos rapports mutuels. Ou au contraire, certains aspects de son management vous plaisent particulièrement. Dans les deux cas, il est important de faire un feedback, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif à son manager. Prenons l'exemple du feedback négatif pour manager son manager. Ne laissez pas la situation s'envenimer. Si celle-ci ne vous convient pas, agissez. Commencez par vous interroger sur ce qui ne vous convient pas dans la relation. Est-ce son manque d'écoute, de confiance, d'autonomie? Identifiez clairement vos attentes vous permettra de les verbaliser auprès de votre manager plus facilement. Car même s'il est votre supérieur hiérarchique, il n'est pas omniscient et n'a donc pas la capacité à savoir ce que vous avez en tête. Ensuite, choisissez le bon moment pour aborder le sujet avec votre manager. Autour d'un café, lors d'une pause déjeuner ou de manière plus formelle. Proposez-lui une réunion. Un conseil toutefois, évitez de le faire en échangeant 3 mots dans un couloir entre 2 réunions. Votre manager ne serait pas dans les bonnes conditions pour une discussion de fond. Prenons l'exemple maintenant du feedback positif pour manager son manager. S'il est plus naturel de dire ce qui ne va pas, le feedback positif est une manière intelligente de faire passer des messages. Vous pouvez ainsi mettre votre manager sur la voie d'un meilleur management en valorisant ce qu'il fait déjà très bien et en mettant l'accent sur des pistes d'amélioration. Pour être constructif, votre feedback doit reposer sur des faits concrets. N'hésitez pas à mentionner tel ou tel agissement qui vous a particulièrement plu. Il sera ainsi encouragé à continuer dans la même voie. L'évaluation 360 degrés est aussi un bon moyen pour le manager et le manager d'obtenir une analyse précise et complète de l'ensemble des compétences de chacun. Prenez votre part de responsabilité dans la relation manager-manager. Dans un rapport hiérarchique, les torts sont quasiment toujours partagés. Le manager et le manager ont chacun leur part de responsabilité dans la qualité de la relation entretenue avec l'autre. Partant de ce constat, il n'est pas constructif, pour améliorer votre lien, de remettre toute la faute sur le manager. Vous pouvez pointer du doigt certains aspects négatifs de son management, mais il faut également savoir reconnaître vos propres torts. Et pourquoi pas proposer, vous aussi, des pistes d'amélioration sur votre façon de fonctionner. Apprenez à mieux cerner votre manager pour le manager. Pour bien manager celui-ci, vos aptitudes relationnelles et de communication seront primordiales. Commencez par définir le profil de votre interlocuteur. Peut-être ne fait-il pas partie des managers toxiques. Pour autant, il peut avoir tendance à être trop exigeant, trop rapide, trop absent, vaguement despotique. C'est en fonction de son type de management que vous adapterez votre façon de faire. En exprimant vos ressentis, en essayant de structurer un maximum votre travail, en clarifiant ensemble les objectifs à atteindre et ou en lui apportant tous les éléments de réassurance pour éviter la relation de défiance, vous avancerez ensemble. Veillez également à faire preuve d'empathie. Votre manager sera d'autant plus réceptif à votre message que vous lui signifierez l'attention que vous lui portez et que vous portez à ses propres attentes. Si le dialogue est constructif, vous parviendrez à instaurer les bases d'une relation de confiance, voire même à redéfinir le mode de fonctionnement de l'équipe que vous formez avec lui. Proposez de nouvelles règles de management à votre manager. Pour réussir à le manager et mettre en place un management ascendant, apprenez à adopter vous-même une posture de manager. Laquelle? Mettez en place des feedbacks positifs, une distance émotionnelle et l'expression claire de vos besoins. Si toutefois vous pointez des problèmes, proposez des solutions. Que vos attentes concernent le contenu de votre travail, son organisation ou vos perspectives d'évolution, soyez force de proposition. Suggérez des pistes de réflexion. Positionnez-vous sur de nouveaux projets.
évoquez les possibilités de formation. Toutefois, ne donnez pas l'impression de prendre la place de votre chef. Restez dans une discussion ouverte sur le mode de la suggestion. Par exemple, pour définir ensemble des objectifs et des outils qui permettront à la fois d'améliorer la qualité de votre travail et de faire avancer les projets de l'ensemble de l'équipe. Instaurer une relation de confiance entre manager et managé. Pour réussir à manager son manager et lui faire passer des messages constructifs qui déboucheront sur des actes, il est primordial de préserver une relation de confiance entre lui et vous. Pour ne pas ternir ce lien qui vous unit, quelques règles d'or sont à suivre et d'autres à bannir. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Vous devez être exemplaire. Si vous demandez des efforts à votre manager, vous devez aussi être en mesure de les suivre. Motus et bouche cousue. Vos échanges doivent être confidentiels. Inutile d'aller raconter à tous vos collègues la teneur de vos feedbacks. Félicitez, encouragez votre manager lorsqu'il a mis en place un process qui vous convient. Il se sentira ainsi valorisé et sera encouragé à persister sur la même voie. Certains vous accuseront peut-être de faire du zèle, mais en réalité, il n'en est rien. Dire merci permet de renforcer bien des relations. C'est un management en douceur. Comment manager un senior? En entreprise, les seniors sont au contact des générations X, Y et maintenant Z. Il leur faut apprendre à travailler ensemble tout en restant productifs malgré des différences parfois très fortes. C'est au manager de faire en sorte que cette cohabitation soit la plus harmonieuse et performante possible. Pour cela, il lui faut rassembler et motiver ses équipes autour de valeurs communes à ces générations, que sont les échanges de savoir, l'importance des relations humaines et la qualité de vie au travail. Alors, combattons quelques idées reçues sur le management des seniors. Certains managers ont une image négative du senior en entreprise. À leurs yeux, celui-ci serait un collaborateur avec une rémunération trop élevée. Il aurait également la réputation d'être particulièrement difficile à manager. Pourtant, lors de l'embauche d'un salarié senior, il arrive fréquemment qu'un candidat revoie ses prétentions financières à la baisse pour obtenir le poste. Les seniors se montrent d'ailleurs bien plus enclins à changer de rémunération, de lieu de résidence, de fonction que les plus jeunes générations. De plus, un senior a bien conscience que l'entreprise n'est pas un lieu démocratique. Il ne croit pas aux entreprises nouvelles ou libres comme les plus jeunes. Il se montrera donc rarement insubordonné et respectera les relations hiérarchiques. Comment adapter son management aux seniors? Votre management devra épouser les spécificités de cette génération. N'axez donc pas vos efforts sur le respect des horaires comme vous le feriez avec d'autres collaborateurs plus jeunes. En effet, les seniors ont intégré naturellement cette contrainte et leur taux d'absentéisme est plus bas que celui d'autres générations. Pour motiver les seniors au travail, il est important d'échanger régulièrement avec eux et de prendre en considération leurs attentes. N'hésitez pas à évoquer avec eux des changements de carrière. Vous pourrez par exemple en faire des tuteurs chargés d'encadrer d'autres salariés. Ce transfert de connaissances est primordial pour la longévité d'une entreprise. Vous devrez également prendre en considération l'âge du salarié senior et plus exactement son état de santé au travail. En effet, l'âge et la santé peuvent devenir un frein pour certains travaux physiques ou certains postes de travail. Souvenez-vous que gérer une équipe ne se résume pas à imposer son leadership, c'est avant tout en tirer la quintessence pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Comment encadrer les seniors? Quelle mission leur confier pour maintenir leur motivation? Voici 5 conseils pour optimiser leur collaboration au sein de l'entreprise. Tout d'abord, bannir les préjugés. Si les seniors méritent une attention particulière, pour autant les experts insistent sur l'importance d'éviter les stéréotypes. En effet, beaucoup d'idées reçues circulent, les seniors n'apprennent pas bien, ils ne sont pas motivés, leur productivité diminue, ce qui est loin d'être démontré. Sur la dernière période d'une carrière, une réflexion doit se faire autour du départ, de la capitalisation des savoirs et de l'organisation des successions.
Pour un senior qui va passer encore plusieurs années dans l'entreprise, la question porte davantage sur la nature des missions qui lui seront confiées, sur la gestion de ses compétences et la pénibilité du travail. Deuxième point, faire évoluer leur mission. Pour qu'un senior continue de s'épanouir dans son travail et que l'entreprise en tire le meilleur parti, il est important de mener une réflexion sur l'évolution de sa mission. Alors comment faire ? Vous pouvez leur confier des projets transversaux par exemple. Comment participer aux différentes phases commerciales de l'entreprise ? Ou leur proposer de relever de nouveaux challenges. Le but, c'est donner ou redonner de l'intérêt à leur travail. Troisième idée, faire un bon usage du tutorat. Senior ne rime pas nécessairement avec tuteur. En effet, tous n'ont pas forcément l'âme d'un parrain, même si c'est là une excellente opportunité de tisser davantage de liens entre les générations, de les amener à mieux communiquer au sein de l'entreprise entre eux. Le tutorat, ce n'est pas uniquement le senior qui apprend tout aux jeunes. Les managers doivent l'envisager de façon réciproque, les seniors apportant leur expérience aux jeunes et ces derniers leur méthode de travail, la maîtrise des dernières évolutions du secteur, voire des dernières technologies aux seniors. Pourquoi ne pas réunir les collaborateurs sur un même plateau, multiplier les réunions et occasions d'échanges ou encore faire collaborer sur un même projet des juniors et des seniors par exemple. Autre point intéressant pour manager les seniors, poursuivre l'effort de formation. Capitaliser sur les seniors, c'est aussi investir dans leur formation. C'est un vecteur de motivation pour tous les collaborateurs, mais plus encore pour les seniors. En les formant, l'entreprise leur envoie un message clair. Elle mise sur eux et compte en retour sur leur implication dans l'entreprise. L'enjeu est de permettre aux seniors de rester compétents et à niveau grâce à des formations techniques. Des formations plus personnelles comme celle autour de la communication et du management peuvent donner un souffle nouveau à un quinquat. Autre point, aborder la question de la pénibilité. Pour qu'un senior s'épanouisse et donne le meilleur de lui-même, il convient d'aborder cette question. En bénéficiant de plus de souplesse dans leur vie professionnelle, les têtes grises gagnent en sérénité. Instauration d'un 4/5e, aménagement des pauses, nouvelle organisation des déplacements, mise en place d'horaires décalés, confort des postes de travail, etc. Posons-nous ces questions. Le poste est-il adapté ? Comment compenser les éventuelles difficultés ? Comment aménager le temps de travail ? Autant de questions à traiter donc au cas par cas pour veiller au bien-être de chaque senior. Manager plus senior que soi. À l'heure où les entreprises accélèrent leur transformation numérique et où la génération des baby-boomers quitte progressivement le marché de l'emploi, on observe l'arrivée dans les entreprises de managers de plus en plus jeunes. Les jeunes professionnels sont aujourd'hui plus qu'hier encore amenés à gérer des équipes composées de salariés plus seniors qu'eux, ce qui peut parfois se révéler complexe. Comment manager des collaborateurs plus seniors que soi ? Quelles attitudes adopter pour que la différence d'âge ne se transforme pas en handicap d'un côté ou de l'autre ? Voici quelques conseils pour asseoir votre position de leader. Tout d'abord, faire preuve de transparence. Vous venez d'être parachuté au poste de manager au sein d'une équipe plus senior que vous ? Pas de panique, vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Aujourd'hui, plus de 15% des collaborateurs répondent à un supérieur d'au moins 10 ans leur cadet. Dans certains secteurs comme l'IT, le rajeunissement de la hiérarchie constitue déjà un schéma dominant. Là où l'on accédait auparavant à des fonctions managériales après plusieurs années passées au sein de l'entreprise, aujourd'hui on constate un accès plus précoce au poste d'encadrement. L'explication est à chercher du côté du niveau d'études et de formation qui a fortement augmenté depuis les années 80. L'accès à l'enseignement supérieur, école de commerce et de management notamment, a entraîné une multiplication de profils hautement qualifiés et spécialisés formés au management, qui accèdent plus rapidement du coup à des postes de manager que leurs aînés. Mais cela ne plaît pas toujours à tout le monde. Entre incompréhension et jalousie, ces évolutions peuvent alimenter une réaction de rejet, nourrie par la peur du changement. C'est pourquoi,
Tact et humilité, mais aussi transparence, sont les meilleurs alliés des jeunes managers pour se faire accepter. Afin de commencer votre nouvelle mission sur de bonnes bases, veillez dans un premier temps à établir le même type de relation avec vos collaborateurs plus âgés que celle que vous auriez établie avec une équipe plus jeune que vous. Abordez individuellement la question de l'âge avec les collaborateurs les plus récalcitrants afin de les rassurer. Démontrez que la différence d'âge vaut pour eux comme pour vous et qu'elle ne doit pas être perçue comme une menace mais plutôt comme une opportunité. Cette technique vous permettra d'instaurer une relation de confiance au sein de votre équipe et de clôturer un sujet sensible. Autre point, savoir rester humble. Il peut se révéler difficile pour un jeune manager d'être pris au sérieux par des salariés plus âgés quand il s'agit de les encadrer, de leur fixer des objectifs, de faire évoluer leur méthode de travail, voire de leur tenir tête. Ce n'est cependant pas impossible. S'il est important de se montrer humble, il est essentiel de garder confiance en soi. Les membres de votre équipe auront potentiellement plus d'expérience que vous. Ils en connaîtront davantage peut-être sur le secteur ou l'entreprise. Pour autant, la maturité professionnelle n'est pas une question d'âge et vous avez été retenu parce que vous avez les compétences requises pour le job. Vous devez pouvoir reconnaître les qualités de vos collaborateurs expérimentés et vous concentrer sur votre rôle de manager. Sans bousculer l'ensemble des méthodes de travail en place, essayez d'instaurer un style de management participatif. Vous pourrez ainsi apprendre du savoir-faire de chacun et montrer à votre équipe comment faire avancer les choses plus rapidement grâce aux nouvelles technologies par exemple. Avec ce mode de fonctionnement, vous pourrez identifier les forces de chacun et visualiser comment l'effort individuel pourra contribuer à la réussite commune. Le fait d'inclure vos collaborateurs dans les réflexions, de solliciter leur expertise, valorisation, reconnaissance, favorisera leur engagement en participant à libérer la confiance. Faites preuve de tact et d'empathie. 2 maîtres mots. Vos habitudes de travail différentes et votre management moins directif ne remportent pas un succès unanime? Il est néanmoins important que vous soyez pris au sérieux. L'idéal est d'arriver à un juste équilibre entre management participatif et management directif. Il s'agit d'ouvrir la voie à vos collaborateurs et de leur montrer comment atteindre l'objectif fixé tout en n'hésitant pas à imposer une solution ou une idée lorsque cela est nécessaire. Dans tous les cas, montrez-vous disponible et ouvert au dialogue. Essayez de comprendre vos collaborateurs pour vous adapter à chaque personnalité et briser avec tact les résistances. Si le respect mutuel entre vos collaborateurs et vous, mais aussi au sein même de l'équipe est assuré, nul doute que vous trouverez rapidement le chemin de la performance. Manager la génération Y. Qu'est-ce que la génération Y? Par convention, elle regroupe l'ensemble des personnes nées entre 1984 et 1996, appelées aussi millennials ou digital natives. Pour cette génération, l'équilibre vie privée-vie professionnelle est essentiel. Aujourd'hui, managers et responsables des ressources humaines se trouvent face à une tâche complexe, comprendre les spécificités psychosociales de cette génération et analyser les difficultés managériales qu'elle engendre. Mais surtout, trouver de nouveaux leviers de motivation à actionner pour assurer fluidité, efficacité et productivité à ces équipes de jeunes travailleurs. Certaines caractéristiques de la génération Y attirent souvent l'attention. Sur cette base, voici quelques conseils pour réussir le management intelligent d'une génération novatrice. La génération Y est la génération de l'informatique connectée. Ils sont tout simplement nés en même temps, ont évolué et continuent de grandir ensemble. Les enfants du millénaire sont une génération qui vit dans un monde 2.0. Le net, le téléphone portable ou les réseaux sociaux font partie intégrante de leur vie quotidienne. Quels sont les avantages et les limites qu'apportent les digital natives? La génération Y est agile sur les réseaux. Ils fonctionnent et pensent plus en termes de réseau que leurs aînés. Cette caractéristique leur donne donc une vision globale du travail et des objectifs à atteindre. Ces nouveaux salariés savent également trouver les informations dont ils ont besoin avec une grande rapidité. Ils ont un nouveau rapport au temps et à l'espace de travail.
Le temps mort n'existe pas pour ces hyperactifs connectés perpétuellement joignables qui usent d'un panel de modes de communication considérable. Cette nouvelle temporalité peut être un avantage car le travail est effectué plus rapidement et avec une polyvalence plus accrue. Mais elle peut être également une faiblesse. La patience est une vertu qu'ils n'ont pas toujours acquise dans ce monde hyperconnecté. Réintroduire la qualité essentielle de la patience en entreprise peut être un bon moyen pour le manager de canaliser l'énergie positive de cette nouvelle génération. Prendre le temps d'apprendre et de mûrir est essentiel. L'apprentissage et la formation en ligne sont par exemple de bons moyens pour faire comprendre aux digital natives que dans l'entreprise, le step by step a toute son importance. Cette génération porte de l'importance à un environnement flexible et agréable à vivre dans l'entreprise. Il est, par exemple, intelligent de ne pas interdire l'accès aux réseaux sociaux sur le lieu de travail. Communiquer avec l'extérieur renforce un sentiment certain de liberté et prouve aux salariés que l'entreprise se soucie de leur bien-être et de leurs attentes. C'est important pour cette génération. Avec cette nouvelle caractéristique chez les salariés, certaines entreprises ont fait le pari du télétravail. Une large majorité, pour ne pas dire la totalité de la génération Y, possède aujourd'hui un ordinateur ou un tablette à leur domicile, ce qui leur permet de pouvoir travailler à distance. Ils sont nombreux à vouloir le droit de travailler une fois par semaine à distance, que ce soit de chez eux ou dans un espace de coworking ou tout autre lieu. Alors pourquoi ne pas aller dans leur sens ? Le télétravail apportera une plus grande autonomie au salarié qui devra gérer seul son temps de travail et cela lui prouvera que l'entreprise est plus flexible qu'auparavant. N'hésitez pas à mixer sur les talents. Cela passera par exemple par la création de binômes ou d'équipes, tout en maintenant la valorisation de chaque individu. Insuffler un esprit corporate, prouver qu'une équipe est plus forte qu'un individu isolé, voilà les challenges pour manager la génération Y aujourd'hui. Pour cela, il peut être important de mélanger les générations pour former des groupes de travail mixtes et riches de compétences diverses et variées. Pour une bonne cohésion, il est avant tout nécessaire de trouver un but commun entre les salariés, ce que le management par projet peut aider à insuffler. Le manager pourra détailler le projet du groupe et les salariés développeront des modes d'action propres à chacun, mais complémentaires. La gamification du travail est également une solution envisageable. L'esprit de groupe peut alors être renforcé par des événements ponctuels qui rythment la vie de l'entreprise. Compétitions sportives, jeux de piste, initiations artistiques sont autant d'activités qui vont accroître un team building positif. Un bon management de la génération Y passerait par plus de communication. Un entretien annuel avec son manager apparaît n'être plus suffisant. Il est question de privilégier le dialogue et un feedback régulier qui permet d'améliorer l'engagement de chacun. Discuter régulièrement du travail effectué et des limites à dépasser n'est pas une perte de temps. Ce dialogue peut même aller dans les deux sens. N'hésitez pas à privilégier les points hebdomadaires, cela s'avère être une bonne chose pour redonner confiance à une génération qui cherche perpétuellement du sens à ses actions. La génération Y est force d'un changement qui s'opère de manière profonde dans l'entreprise. Managers et responsables des ressources humaines vont donc faire face à un nouveau défi, d'une proportion sans précédent. Mais pas de panique, car c'est aussi la génération Y qui, en apportant ses propres modes de vie, va naturellement changer l'entreprise de l'intérieur. Dans un contexte où la transition numérique redéfinit l'avenir du travail, savoir accueillir et écouter la génération Y peut être un des leviers les plus efficaces pour préparer l'avenir. Et s'adapter à toute situation doit être la devise de tous. Comment maîtriser les 4 styles de management situationnel ? Adapter son leadership grâce au management situationnel est essentiel. L'erreur serait d'adopter le même style de management avec tout le monde et en toutes circonstances. Déléguer totalement un projet à un collaborateur nouvellement dans le service ou l'entreprise ou bien manager en mode directif un collègue déjà rompu et reconnu expert dans la tâche confiée vous mènerait droit dans le mur. Démotivation, perte de repères, manque de confiance, gaspillage d'énergie, de talent et surtout échec assuré. Le management, pour être vecteur d'efficacité et de succès, doit s'adapter en permanence. On parle alors de leadership situationnel. Il n'y a ni bon ni mauvais style. Tout est question de circonstances, de situation et de personnalité.
L'objectif de tout manager est de développer les compétences de l'autonomie de ses troupes afin d'en tirer la plus grande efficacité possible à la réussite de sa mission. Pourtant, certains peinent dans leur rôle de leader. Pourquoi ce qui marche avec telle personne s'avère totalement infructueux alors que cela fonctionne avec une autre? Pourquoi ce qui a fonctionné dans la gestion de tel projet échoue lamentablement sur tel autre? Il est essentiel pour le leader de faire preuve d'adaptation et d'une grande flexibilité. Mais alors, comment adapter son style de management à chaque situation et en fonction des personnes impliquées afin d'atteindre les objectifs fixés? Qu'est-ce que le management situationnel? Paul Herzé, économiste américain spécialiste en management, et Kenneth Blanchard, auteur américain spécialisé en management également, sont les créateurs de la théorie dite du leadership situationnel. Ils ont établi que pour être optimal, le style de management d'un leader doit être adapté à la personne ou au groupe qui sont sous sa responsabilité. Ce, en fonction notamment de la maturité professionnelle et de la motivation de chacun, composante essentielle à l'autonomie dans le travail. Un modèle a donc été défini selon 4 grands styles de management: directif, persuasif, participatif et délégatif, que le manager devra adopter selon les circonstances et le niveau de maturité du collaborateur. Alors, quels sont les 4 niveaux de maturité généralement observés? Dans une première catégorie, on distinguera des individus avec de trop faibles connaissances, trop peu, voire pas du tout qualifiés pour pouvoir être autonomes. Dans une deuxième catégorie, on distinguera des collaborateurs consentants mais n'ayant pas toutes les compétences nécessaires pour mener à bien le projet. Dans une troisième catégorie, nous retrouverons des personnes volontaires ayant des connaissances adéquates à la réalisation de la tâche, mais manquant de confiance. Dans une quatrième catégorie, nous retrouverons des personnes hautement qualifiées et motivées, empreintes de la confiance nécessaire. Ces individus sont totalement aptes à avancer seuls et à prendre initiative et décision le cas échéant. Outre ces niveaux de maturité observables chez les collaborateurs, il convient au leader d'adapter un panel de 4 postures pour orienter son management. Tout d'abord, il peut faire preuve de management directif. Le manager dicte à ses collaborateurs ce qu'il faut faire et comment le faire sans plus d'informations. Tous devront exécuter à la lettre ce qui leur a été demandé. Le management peut être également explicatif. Le manager convainc et oriente ses troupes en leur communiquant quelques données. Le management peut être participatif. Dans ce cas, le manager implique davantage son équipe. Les décisions sont prises collégialement et les initiatives encouragées. Enfin, le management peut être délégatif. Tout en conservant un certain regard et en restant disponible, le manager délègue une bonne partie de ses responsabilités à ses collaborateurs. Alors, quel style de leadership adopter dans quelle situation? En fonction des variables que nous venons d'évoquer, le manager adopte sa posture afin de maximiser l'efficacité de son management et ainsi mener chacun vers le succès, tant individuel que collectif. Ainsi, en tant que manager, vous devrez maîtriser ces 4 différents styles de management et savoir naviguer aisément de l'un à l'autre en fonction des circonstances et bien sûr de la personne en face de vous. Votre objectif étant toujours de développer l'autonomie de vos collaborateurs dans le travail, élément clé dans la réalisation des projets et l'atteinte des objectifs. Qu'est-ce que le management directif? Le manager dicte à ses collaborateurs ce qu'il faut faire et comment le faire, sans plus d'informations. Tous devront exécuter à la lettre ce qui leur a été demandé. Vous adopterez un management directif lorsque le niveau de maturité de votre collaborateur pour la dite mission est le moins élevé. Travailleur débutant peu qualifié, jeune collaborateur peu éprouvé au monde du travail, collaborateur non habitué à travailler sur un projet bien spécifique qui requiert des aptitudes et ou processus particuliers par exemple. Quelle est la posture à adopter dans un management directif ? Eh bien, il faut décider, structurer le travail, donner des instructions claires et précises et veiller de près à ce que celles-ci soient respectées. Qu'est-ce que le management explicatif?
Le manager convainc et oriente ses troupes en leur communiquant quelques données. Ce style de management est préconisé face à des collaborateurs ayant des compétences plus affirmées que les précédentes, mais qui toutefois n'ont pas toutes les cartes en main ou l'expérience nécessaire pour mener à bien la tâche qui leur a été confiée. Ils peuvent aussi ne pas être totalement convaincus par le projet lui-même. Ils manquent de motivation et ont besoin de plus d'explications pour se mettre en marche. La bonne posture à adopter pour un management explicatif, c'est de décider, convaincre, expliquer, mobiliser, fédérer, motiver et contrôler. Qu'est-ce que le management participatif ? Le manager implique davantage son équipe. Les décisions sont prises collégialement et les initiatives encouragées. Un style à adopter envers les membres de votre équipe ayant une bonne dose de connaissances et de savoir-faire quant à la tâche à accomplir et qui ne manque pas de motivation ni d'entrain, mais qui peuvent avoir besoin d'être réconfortés dans leur prise de décision et leur choix tout au long du projet. Avec cette population, votre posture à adopter est d'encourager le dialogue et les initiatives, d'écouter, de rassurer, de conseiller, de partager et d'impliquer les collaborateurs dans les décisions. Qu'est-ce que le management délégatif ? Tout en conservant un certain regard et en restant disponible, le manager délègue une bonne partie de ses responsabilités à ses collaborateurs. Ce dernier échelon du management est réservé pour vos collaborateurs les plus aguerris, en qui vous avez totale confiance et que vous savez être parfaitement apte à réaliser telle ou telle tâche sans que vous n'ayez à intervenir. Avec eux, la meilleure posture à adopter est de responsabiliser, transmettre, déléguer, être disponible et bien sûr faire confiance. Connaissez-vous la méthode 4 Colors ? Apprendre à mieux vous connaître, comprendre comment vous fonctionnez, identifier vos zones d'inconfort et d'irritabilité et faire de même avec les autres, ceux avec lesquels vous interagissez tous les jours et obtenir et maîtriser des clés pour communiquer mieux. Cela est tentant, n'est-ce pas ? C'est ce que propose la méthode 4 Colors, qui définit 4 grands principes de fonctionnement des individus répartis en 4 couleurs. Ces 4 couleurs dynamisent et égayent la compréhension de nous-mêmes et des autres. Chaque couleur est présente en proportion variable dans chacune de nos personnalités. Découvrons tout d'abord le rouge. Les personnes ayant beaucoup de rouge dans leur style de comportement sont souvent franches et directes. Elles font preuve de rapidité, d'énergie et de sens du résultat. Elles ont le goût de la compétition et de l'indépendance. Davantage orientés vers les résultats plutôt que vers la relation, ils aiment travailler rapidement et seuls. Le jaune à présent. Les individus ayant beaucoup de jaune dans leur style de comportement sont souvent sociables et communicantes. Ils sont essentiellement optimistes, enthousiastes, communicatifs et prennent des décisions spontanées. Ils recherchent l'estime et la reconnaissance et aiment travailler en groupe. Créatifs, ils ont tendance à rêver, ont du talent pour persuader et le sens de l'improvisation. Passons à la couleur verte. Les personnes ayant beaucoup de vert dans leur style de comportement sont souvent discrètes et coopératives. Une personne verte sera décrite par les autres comme une personne constante, apaisante et à l'écoute qui sait prévoir et planifier sur le long terme. Les personnes de couleur verte se démarquent par l'attention qu'elles portent aux autres, leur stabilité et leur patience. Elles aiment la cohérence, l'harmonie, l'anticipation. Elles détestent les conflits, soutiennent et écoutent activement les autres. Enfin, la couleur bleue. Une personne bleue dominante sera décrite par les autres comme une personne factuelle, logique, organisée, sachant organiser, structurer et contrôler. Les caractéristiques principales pour cette personnalité est la propension à rechercher des faits et des explications logiques, à engager des actions, prendre des décisions de manière prudente. Très analytique, cette personne est orientée à la tâche, aime le travail solitaire et fait preuve de beaucoup de précision dans ses actions. Comprendre le fonctionnement des personnes qui nous entourent, quel intérêt ? En tant qu'individu, connaître la méthode 4 Colors est précieux. Cela permet de comprendre mieux les autres, d'améliorer ses relations, de gagner en confiance en soi, en sérénité
et en agilité dans les actes de communication quotidiens, qu'ils soient personnels ou professionnels, à travers la prise de parole, l'animation de réunions, le management, la vente, l'entretien d'embauche, même la gestion de conflits. En tant que manager, vous disposez à présent de clés de lecture des comportements, grâce à cette méthode 4Colors, pour organiser au sein de votre propre équipe les synergies qui fonctionnent. En effet, par leur personnalité et leur mode de fonctionnement, certaines personnalités sont opposées et incompatibles. N'avez-vous jamais constaté une tension systématique, par exemple, entre votre directeur financier et votre responsable de la communication ? Grâce à la méthode 4Colors, vous comprenez certainement mieux pourquoi. De la même façon, un collaborateur de profil stable ne fera jamais un bon binôme avec un dominant. Ainsi, imaginez des coopérations qui permettent au contraire de valoriser les atouts de chacun et de faire évoluer les points faibles. Au contact d'un influent, un stable pourra par exemple apprendre à défendre ses idées. De la même façon, un dominant apprendra à mettre plus de rigueur et de process dans ses projets s'il fait équipe avec un consciencieux. Cette méthode s'applique également très judicieusement aux techniques de vente et s'avère très complémentaire avec le SONCAS. Qu'est-ce que le SONCAS ? Un acronyme reprenant les principaux comportements d'acheteurs. Judicieusement, adapter la méthode 4Colors au SONCAS permet de personnaliser finement ses argumentaires et son traitement des objections et de l'adapter à la personnalité de son interlocuteur. De beaux outils pour gagner et atteindre ses objectifs. Déléguer, passer du faire au faire-faire. La délégation est importante pour l'efficacité et le développement des collaborateurs. Savoir déléguer peut permettre non seulement de contribuer à l'efficacité de l'équipe, mais également de contribuer au développement de chaque membre de l'équipe, augmentant ainsi le développement de chacun. Quelle est l'efficacité de la délégation ? La délégation améliore l'efficacité lorsqu'elle permet de transférer le travail à des personnes dont les compétences correspondent au mieux à la tâche à réaliser. Vous êtes responsable de la planification et de la stratégie des prochaines étapes pour votre équipe. Lorsque vos coéquipiers sont en mesure de mener à bien la plupart des activités de routine requises par votre équipe, vous disposez du temps et des efforts nécessaires pour planifier le prochain déplacement de votre équipe. Cette efficacité peut également réduire votre stress. Déléguer pour développer. En tant que chef d'équipe, vous possédez des compétences et des capacités importantes que vous pouvez transmettre aux membres de votre équipe. La meilleure façon de le faire est de les coacher dans les nouvelles compétences, puis de leur déléguer des tâches afin qu'ils puissent utiliser ces nouvelles compétences. La délégation est un excellent moyen d'encourager les membres de votre équipe à se développer. En quoi consiste la délégation ? La délégation consiste à attribuer la responsabilité et l'autorité à une personne afin de mener à bien une tâche clairement définie et convenue, tout en conservant la responsabilité ultime de sa réussite. La délégation incorpore l'autonomisation de vos coéquipiers grâce à un leadership efficace. Elle peut être dirigée dans n'importe quelle direction et utilisée dans n'importe quelle organisation. Qu'est-ce que l'autonomisation ? L'autonomisation signifie laisser les autres devenir des experts, même si cela signifie qu'ils dépasseront vos capacités. De cette manière, vous encouragerez les membres de votre équipe à s'intéresser personnellement à leur propre développement et au succès de votre équipe. Un exemple simple pour une agence digitale consisterait à déléguer la rédaction de contenu à une ou plusieurs personnes afin que le manager puisse se focaliser sur des tâches plus importantes. Donnez la bonne direction. Il est important que les membres de votre équipe apprennent à accomplir eux-mêmes les tâches. Une fois qu'ils auront terminé la tâche qui leur a été assignée, cela les encouragera à entreprendre de nouvelles tâches en toute confiance. Vous les aiderez ainsi à progresser et à s'attaquer à de nouvelles tâches plus compliquées, ce qui vous permettra de dégager plus de temps. Déléguer, oui, mais déléguer jusqu'à un certain niveau. Vous devez apprendre à déléguer des tâches et à suivre des progrès. La délégation n'est pas simplement dirigée vers le bas. Quelle que soit la direction dans laquelle vous déléguerez les tâches, suivez le processus décrit afin de préparer au mieux votre équipe au succès.
Avoir un processus écrit permet à toutes les parties présentes d'être d'accord sur ce qui sera fait et de pouvoir le vérifier si jamais un problème fait surface. Ainsi que ce soit du côté du manager ou du subordonné, les tâches sont clairement définies. Que conclure à propos des délégations ? Les responsables pensent souvent qu'ils délèguent lorsqu'ils attribuent des tâches à leurs employés. La véritable délégation consiste à attribuer la responsabilité des résultats et le pouvoir de faire le nécessaire pour obtenir les résultats souhaités. Abordons les 6 étapes de la délégation. Comment déléguer des tâches aux membres de son équipe ? Tout d'abord, définissez l'objectif de votre délégation. Pourquoi souhaitez-vous déléguer ? Répondre à cette question est le point de départ d'une délégation vraiment réussie. Si votre objectif n'est pas clair pour vous, vous ne serez pas en mesure de déléguer efficacement. Si vous êtes manager, vous êtes exposé autant à la pression des dirigeants qu'aux requêtes de votre équipe. Déléguer est un moyen de reprendre le contrôle de la situation et d'optimiser votre temps. Vous avez besoin de prendre conscience de votre motivation pour déléguer. Ensuite, définissez les activités que vous avez besoin de déléguer. À présent, vous avez identifié ce qui vous motive à déléguer afin d'améliorer la qualité de votre vie professionnelle. C'est donc le moment de définir précisément ce que vous souhaitez déléguer en priorité. Rappelez-vous que votre objectif est de dégager plus de temps pour vous, mais gardez bien à l'esprit que vous ne pouvez pas tout déléguer. Vous devriez déléguer par exemple toutes les tâches que les autres peuvent accomplir aussi bien que vous dans un temps acceptable. Vous devriez déléguer également toutes les tâches qui vous éloignent de vos objectifs professionnels les plus importants. Vous pouvez également déléguer toutes les tâches que d'autres personnes peuvent effectuer dans un temps acceptable si vous leur consacrez du temps pour les former. Vous pouvez déléguer aussi toutes les tâches répétitives et faciles à effectuer. Vous pouvez aussi déléguer toutes les tâches moins importantes que vous procrastinez et qui vous éloignent de vos objectifs les plus importants. En troisième lieu, définissez une procédure à suivre pour effectuer les activités que vous souhaitez déléguer. Vous savez pourquoi vous souhaitez déléguer et quoi déléguer. Maintenant, il s'agit de définir une procédure qui permettra à votre délégation d'être vraiment efficace. Définir une procédure de délégation sert à donner des instructions suffisamment précises aux personnes qui auront à exécuter une partie de vos tâches. Précisément. Plus vous serez précis dans l'explication de ce que les autres doivent effectuer, et plus la délégation vous permettra de gagner du temps et de gagner en efficacité tout en réduisant le stress. Prenez donc le temps nécessaire pour préparer un document qui permettra de faciliter le travail de vos collaborateurs. Cette procédure sera améliorée dans le temps en fonction du retour que vous recevrez des personnes avec lesquelles vous coopérez. Dans cette procédure, vous expliquerez le temps nécessaire pour effectuer notamment le travail à fournir. Ensuite, en quatrième lieu, vous déléguerez chaque tâche à la meilleure personne disponible. En fonction du niveau de complexité de la tâche et de la procédure, vous déciderez à quelle personne déléguer chaque tâche. À ce stade, il est indispensable de prendre en compte d'autres facteurs pour réussir votre délégation. Il vous faut donc déléguer aux autres en prenant en compte leur qualité innée, leur niveau de compétence, leur personnalité, leur niveau de motivation générale, leur niveau de motivation pour effectuer la tâche, leur charge de travail bien sûr, leur efficacité à gérer leur stress. Vous comprendrez donc que déléguer efficacement requiert de prendre du temps pour connaître les personnes avec lesquelles vous collaborez. Cela signifie que vous devez investir un peu plus de votre temps pour prendre conscience des qualités et défauts des personnes avec lesquelles vous coopérez, bien évidemment. Enfin, planifiez un suivi de vos délégations. Si vous suivez les conseils précédents, vous êtes déjà sur la bonne voie pour profiter de tous les avantages de la délégation autant au travail que dans votre vie privée. Maintenant, il est important de fixer des rendez-vous de suivi pour vérifier que tout procède pour le mieux. Vous pouvez améliorer ce suivi en fixant à l'avance des règles à respecter en cas de difficulté à exécuter les tâches attribuées.
Par exemple, vous pouvez planifier dans votre agenda des tranches horaires pendant lesquelles votre collaborateur pourra vous contacter par téléphone s'il rencontre une difficulté, par exemple, qui l'empêche de travailler. Dernier point, dernier conseil, dépasser les ennemis de la délégation. La délégation est un aspect de la gestion du temps qui est influencé par différents aspects d'ordre psychologique. Parmi les freins les plus communs, nous retrouvons le perfectionnisme. Si vous êtes une personne très perfectionniste, vous ne serez pas en mesure de déléguer ou vous ne serez pas capable de déléguer de façon efficace. Apprendre à déléguer consiste à apprendre à accepter une partie d'imperfection, notamment au début. Cela premièrement parce que vous avez besoin de temps pour apprendre à bien déléguer et parce que plus vous connaissez vos collaborateurs, mieux vous serez en mesure de bien déléguer. Déléguer de façon efficace est donc un double exercice qui requiert d'apprendre à gérer autant votre imperfection que celle des personnes avec lesquelles vous travaillez. Prendre des singes aux délégués. Jeudi, 18h37 et Sébastien est toujours au bureau. Encore une soirée où il rentrera tard à la maison. C'est la 3e fois cette semaine. Toc toc toc. Chef ? Dit Stéphane en passant la tête par la porte. Vous avez une minute ? C'est à propos du projet, nous avons un problème. Figurez-vous que... Sébastien a beau faire l'occupé et n'écouter que d'une oreille, un singe vient de lui sauter dessus. Pendant que Stéphane parle, Sébastien s'approprie progressivement le problème. Comme il n'a pas le temps de s'en occuper maintenant et ne veut pas prendre de décision hâtive, il remercie Stéphane de lui avoir fait part du problème et promet d'y réfléchir. Le singe est resté sur son épaule. Le singe est là pour illustrer un projet, une tâche, un problème, une décision à prendre qui saute d'une épaule à une autre pour finir à accrocher à un nouveau propriétaire, pas toujours le bon et rarement volontaire, qui se retrouve vite encombré de différents singes qui peuvent venir soit de collaborateurs, soit de supérieurs, sans raison valable. Avoir un singe sur le dos, c'est devoir assumer la responsabilité de l'étape suivante. Évidemment, l'objectif n'est pas de n'avoir aucun singe sur le dos, c'est de n'avoir que nos propres singes, ceux qui relèvent de notre fonction, de nos responsabilités. Dans l'exemple de la petite histoire que je viens de vous raconter, le singe était tout d'abord sur l'épaule de Stéphane, mais il est passé sur l'épaule de Sébastien. Le subalterne a donc délégué à son supérieur. Le chef a en effet accepté la responsabilité du problème et promis d'y réfléchir et de lui revenir. On peut même envisager que le subalterne supervisera son chef en lui demandant « Toc toc toc, chef, où en est l'affaire ?» Alors, comment éviter au manager de se retrouver dans cette situation ? Voici 7 étapes pour traiter efficacement le surplus de singes sur les épaules. En 1, planifier. Certains pics d'activité sont prévisibles et peuvent donc être inscrits dans des calendriers pour éviter, tant que possible, l'interaction avec l'activité quotidienne. En 2, anticiper régulièrement et au maximum les problèmes potentiels qui peuvent surgir dans chaque dossier. 3. Réguler les échanges entre collaborateurs afin que chacun s'acquitte de ses tâches et les fasse correctement. Par exemple, éviter qu'un supérieur ne délègue un problème à régler ou qu'un collaborateur ne transmette un dossier mal fini. 4. Identifier les problèmes qu'on nous délègue afin de s'assurer que le collaborateur ne peut pas les résoudre lui-même. 5. Recevoir. Traiter les problèmes entre 4 yeux ou par téléphone et s'assurer que le responsable pour la suite est bien identifié. 6. Minuter. Les décisions quotidiennes ne doivent pas prendre plus de 15 minutes, sinon c'est que le dossier n'est pas bien préparé ou qu'il y a un manque d'efficacité. Enfin, 7. Solder. Les décisions doivent être prises clairement, sinon le collaborateur reviendra en quête d'informations. Perte de temps et exaspération au rendez-vous. S'il existe des limites à prendre en charge les singes d'autrui, l'inverse n'en est pas moins vrai. Il est bien sûr important que chaque collaborateur soit responsabilisé, mais le manager qui a tendance à déléguer toute ou partie de ses dossiers, ainsi que de ses responsabilités à ses subalternes et à ne plus assumer le management de son équipe court inévitablement à la catastrophe.
Quelles sont les étapes d'un entretien réussi? Conduire un entretien semble être un acte de management simple et naturel. Or, il s'avère que les managers ne se sentent pas toujours à l'aise dans cet exercice et qu'une grande majorité de collaborateurs estiment que cela ne leur apporte rien. Les entretiens managériaux sont nombreux. Recrutement, intégration, évaluation, recadrage, coaching, félicitations. Il est donc important d'en soigner la chronologie. Les méthodes, tant sur le fond que sur la forme et la structure, doivent servir d'objectif à l'entretien. Même s'il faut se préserver de toute rigidité et accorder une place à l'inattendu, qui peut être anticipée par une bonne préparation par exemple, il est aussi nécessaire de conserver à l'esprit l'objectif de l'entretien. Le manager décidera en fonction de l'importance de l'objectif initial de garder le cap ou d'accepter de changer d'objectif. L'adaptabilité est une compétence managériale très utile. Nous distinguons 5 phases dans la conduite d'un entretien réussi. Préparation, introduction, échange et suivi. Commençons par la phase de préparation. Dans la phase de préparation, vous aurez noté les quelques questions essentielles et incontournables liées à la nature et à l'objectif de l'entretien. La réussite d'un entretien passe par l'écoute active. Si vous préparez trop de questions ou de notes, vous prenez le risque cependant d'être omnibulé par le questionnaire au détriment de l'écoute active. Dans la phase de préparation, vous essaierez de prévoir les principales objections et les argumentaires à développer. Enfin, vous pouvez aussi anticiper le fameux plan B. Réussir sa préparation, c'est s'accorder une grande chance de réussir son entretien. Prenons la phase d'introduction. C'est elle qui va donner du sens à l'entretien. Vous pouvez décliner par exemple l'organisation, la démarche utilisée et l'objectif de l'entretien. Dans ce court instant, vous allez créer les conditions de dialogue et de confiance. Vient ensuite la phase d'échange. Ces entretiens ont des objectifs différents. Échanger, faire passer des informations, recevoir des informations, écouter, soutenir, anticiper ou résoudre une situation à risque. Faire connaître, faire prendre conscience, négocier, déléguer. Il faut adopter des attitudes facilitantes. Quelles sont-elles, ces attitudes facilitantes? Eh bien, c'est rechercher le dialogue, par opposition au monologue. Échanger sur la base d'un rapport de réciprocité, par opposition au rapport de force. Être en écoute active, par opposition à l'écoute passive. Être en attitude de compréhension, poser des questions ouvertes, poser une seule question à la fois, reformuler, savoir gérer les silences, laisser le temps à son interlocuteur de réfléchir avant de répondre, ne pas couper la parole, prendre quelques notes, cela évite de couper la parole, être assertif, c'est-à-dire se faire respecter tout en respectant son interlocuteur, rester maître de soi, c'est mieux, oser dire et savoir gérer ses émotions en somme, et faire dire plutôt que dire, c'est-à-dire poser des questions. Durant l'entretien, vous noterez brièvement les propos de votre collaborateur sur lesquels il vous semble nécessaire de revenir. Cela évite, je l'ai dit, de couper la parole et surtout d'oublier, ainsi que toutes ces propositions soient adressées. À l'inverse, trop de prises de notes nuisent à la relation. Une fois cette prise de notes et cette écoute active faites, passez à la phase de conclusion. Vous résumez l'entretien et rappelez les nouveaux objectifs ainsi que les prochaines étapes de suivi en somme en confirmant l'échéance du prochain rendez-vous. Dans cette phase, vous pouvez aussi demander au collaborateur son impression générale sur le déroulement de l'entretien. Rappelez ensuite que les engagements pris lors de phases d'introduction ont été respectés. Dites que vous avez apprécié l'entretien, évidemment si c'est le cas. Renforcez l'engagement pris pour l'avenir. Remerciez pour la contribution des échanges.
Une fois cette étape de conclusion faite, vient la phase de suivi. Prévoir et préparer la phase d'accompagnement en fonction des besoins. Prévoir et préparer la phase de suivi. La confiance n'exclut pas le contrôle. Prendre rendez-vous pour l'entretien de suivi. Un acte simple mais concret crédibilise cette démarche. Le manager prend une première date pour démarrer le suivi et la note dans son agenda. C'est ainsi factuel et ça engage à l'action.